Salut à tous, merci de répondre présent, merci de répondre présente à cette autre sortie de votre émission le 10-12 magazine sur Béni FM, la 100.3, une production qui se veut spéciale. Les souhaits de bonne célébration à tous les Mohammedans qui sont arrivés au thème de cette commémoration qui leur est spécifique, le jeûne du Ramadan. Nous sommes le vendredi 20 mars 2026. Nous voulons parler sport comme chaque fin de semaine. Oh yeah, nous disons sport, mais également un peu plus football avec ces deux faits d'actualité. D'abord, au niveau de la Confédération africaine de football ou la Coupe d'Afrique des Nations, la récente remportée précisément le 18 janvier dernier par le Sénégal sur l'aire de jeu, désormais est une propriété du pays hôte, le Maroc, selon le jury d'appel de cette CAF-là. Et pour traiter de ce sujet, nous aurons des contributions qui seront spéciales au téléphone, notamment celle de Ange Kofi, c'est un confrère journaliste du côté de la Côte d'Ivoire, c'est en Afrique de l'Ouest. On va rester dans la partie CEDEAO pour avoir Papa Fata Faye, c'est le président de la Fédération sénégalaise de cyclisme, qui nous graisse la réaction, le commentaire, l'accueil réservé à cette nouvelle plutôt controversée, sans omettre celle qui fait office de consultante senior parce qu'elle est journaliste, le docteur Mireille Ngosso depuis la France, qui également aura son mot à dire en rapport avec cette actualité qui fait des vagues. Cameroun. Oh yeah, Cameroun. Ces sujets, nous ne nous ferons pas oublier que sur place au pays et même dans quelques jours à l'international, une semaine pour être précis, le Cameroun, à la faveur du tournoi amical FIFA Syrie, va être confronté les 27 et 31 de ce mois à l'Australie et même à la Chine. Et justement dans le cadre de cette fenêtre FIFA, l'entraîneur sélectionneur David Pagourin vient de rendre publique une liste. Nous allons la décrypter. Ce sera bien sûr avec l'unique invité en présentiel, Sa Majesté Léonard Fandja. Finalement, Vincent Alima, ancien international, ne pourra pas être là pour des raisons d'indisponibilité. Pour vous servir, je suis Georges Sala. En face de moi pour la partie technique, j'ai Steve Yainga Olé, la supervision du couple La Bénédiction, les révérends Susan Engos Macon. On va commencer par se prendre un air de musique parce que le sport et la musique ont ceci en commun, n'ont pas de frontières. Nous prenons donc du Donny Elwood, c'est la musique, c'est le parolier qui nous berce à travers ses poèmes, à travers ses rimes. Ça c'est la chanson de Coco. Il l'a chanté dans le métro des quartiers chauds de Chicago. Moi je suis négro et je suis beau. Il y a Ogolun à Coro. On dit qu'un négro n'est jamais beau. Moi je suis négro et je suis beau. Il y a Ogolun à Coro. Je suis négro. 4 kilos 800 grammes à la naissance. Demandez à ma mère, elle vous le dira. J'ai le négro. Regardez bien. Regardez très bien sous le chapeau. Ce que vous voyez là, ce sont pas des lunettes de soleil. Ce sont mes narines. Et je suis négro. Black de peau, black tout de go. Une peau mélaninée à gogo. Ça se voit, de près ou de loin. De jour comme de nuit, surtout dans le noir. On dit qu'un négro c'est toujours un petit macro, toujours un petit escroc, toujours un petit rigolo, toujours un petit gigolo, qui n'aime que le bafio. Moi je suis négro et je suis réglo. D'ailleurs je suis négro et je suis beau. Il y a Ogolun à Coro.
La tête du nègre comme la noix de coco. Les yeux du nègre comme les noyaux de corps. Les dents du nègre comme les dents de croco. En général, le nègre est né dans les Sisongo. Il habite une hutte en poto-poto. Ça c'est le nègre et ça c'est beau. Moi je suis nègre et je suis beau. Yaogulu akoro. Zabanga tuli bibinti binabe. Asuje babo bibindabe. Zabanga tuli bibinti binabe. Asuje babo bibindabe. On dit qu'un nègre n'est jamais beau. Moi je suis nègre et je suis beau. Comme Kokumbo, comme Kizito, comme Oliver Tambo, comme Steve Biko, comme Kizarbo, comme Manoli Bango, comme Sasungeso, comme Seseko, comme Marbongo, comme Aijo, et comme Biabimbondo, et Yaoulou Akoro. On dit qu'un nègre n'est jamais beau. Il y a des nègres qui sont très beaux. Chicago, à Soweto, moi je suis nègre et je suis beau. Il y a Ogolun, Akoro. Zabangatuni bibinti binabe. Asuje babo bibindabe. Zabangatuni bibinti binabe. Asuje babo bibindabe. They son. Yo, Baranganamo, Tiggy Bamba Tigga, Anam Tiggy So, and Barangama, Baranga So, Anamo, Bidine, Bidini Siki, Nana Boya, Abaco, Atango, Atango Siki, on dit qu'un nègre n'est jamais beau. Il y a des nègres qui sont très beaux. Chicago, à Soweto, moi je suis nègre et je suis beau. Yaoulou, Akoro. On dit qu'un nègre n'est jamais beau. Il y a des nègres qui sont très beaux de Rio de Janeiro. À Bamako, moi je suis nègre et je suis beau. Moi je suis nègre et je suis beau. Moi je suis nègre et je suis beau. Et qu'un nègre n'est jamais beau. Moi je suis nègre et je suis beau. Et je suis beau. Et je suis beau. Merci à Daniel Wood pour ce conditionnement musical. Nous entrons dans le programme. C'est un numéro atypique, mais les phases, quelques-unes auxquelles vous êtes habitués, auront bien évidemment leur place dans cette livraison. Nous ouvrons avec les éphémérides. C'est en rapport avec la date du jour, le vendredi 20 mars. En 2026, en ce jour, ça a été évoqué. En entame, c'est la fête de la fin du jeûne de Ramadan pour la communauté musulmane au Cameroun. Par ailleurs, pour le reste du pays, et même du monde, la journée internationale de la francophonie, la langue de Molière. Allons dans le temps, les éphémérides. En 235, Maximin Ier Locras devient empereur romain.
Ça, c'est le 20 mars 235. On reste dans le cadre des actualités. Le 20 mars 1861, un tremblement de terre tue plus de 4000 personnes en Argentine et détruit la ville de Mendoza. La ville de Mendoza, ça c'est en 1861. En 1940, en France, le royaume d'Aladier démissionne. Paul Reynaud forme le suivant. Le 20 mars 1977, second tour des élections municipales en France, Jacques Chirac devient le premier maire de Paris depuis 1871. Jusqu'alors, un préfet dirigeait la capitale. 1981, on va parler de Isabelle Perón, ancienne présidente d'Argentine, est condamnée à 8 ans de prison pour détournement de fonds publics. 1986, le président français, nous sommes toujours en hexagone, François Mitterrand nomme Jacques Chirac à la tête du gouvernement après la victoire de ce dernier, de sa formation politique. Et nous sortons avec 1995, Valérie Polyakov revient du plus long séjour passé dans l'espace. L'autre pas franchi, c'est la citation célèbre. On va y revenir, soyez rassurés. Dans la seconde partie, lorsqu'on va parler débat, discussion, David Pagou devant la presse hier a dit, en rapport avec les absences de Carlos Baleba, Christian Bassogok et Noutolo dans la liste des joueurs qui devront affronter l'Australie et la Chine en amical les 27 et 31 mars. Il fait savoir, je cite, c'est un choix. Nous avons besoin de nouveaux profils pour bâtir une équipe solide sur la durée. L'objectif est de consolider l'équipe et de gagner des points. On va y revenir. On va donc respirer pour aller retrouver, pour ce qui est du premier sujet, Mireille Ngosso, qui s'impatiente déjà au téléphone depuis la France. Mireille Ngosso, on va le marteler, consultante senior des questions sportives parce qu'elle est elle-même journaliste. Elle est directeure de publication, enseignante de sciences de l'information et de la communication. Elle nous parle justement de cette décision controversée de la CAF qui finalement concerne la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations au pays hôte, le Maroc, au détriment du pays qui l'a remporté, le Sénégal, sur l'ère de jeu. On va s'accorder avec la technique pour avoir Mireille Ngosso au téléphone depuis la France. Place à la première thématique, cette décision controversée qui fait des vagues. Et nous avons au téléphone pour la commenter le docteur Mireille Ngosso depuis la France. Mireille, bonjour, merci d'intervenir une fois encore dans le cadre de cette production. Bonjour Georges, bonjour à tous les éditeurs et bonjour au panel. Déjà, avec vous, on voudrait savoir quel est l'accueil que la diaspora africaine du côté de la France réserve à cette décision pour le moins controversée. On la sait, cette diaspora-là, assez diversifiée. Aujourd'hui, il y a un point commun, c'est le sacre du Sénégal et de déclarer le Maroc vainqueur sur tapis vert, comme vous pouvez l'imaginer, a été très mal. Pour l'image du football africain. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Je pense qu'on va réessayer de retrouver Mireille Ngosso. On a quelques soucis de ligne. Vous imaginez,
on va relancer Mireille Ngosso. Vous imaginez les milliers de kilomètres qui séparent Yaoundé de la France, notamment. Elle nous donnait déjà l'accueil réservé par la diaspora africaine du côté de cette partie du globe relativement à ce sujet qui fait des vagues. Oh yeah, Cameroun. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, Cameroun, oh yeah. Oui, Mireille, tout à l'heure on a été coupé les soucis de ligne. Nous pensons que cette fois-ci c'est la bonne. Rebonjour Mireille. Rebonjour Georges, rebonjour. Je disais justement que la décision de la CAF d'annuler le SAC du Sénégal et de déclarer le Maroc vainqueur sur tapis vert a été très mal accueillie par une large partie de la diaspora africaine en France, qui la juge injuste, politisée, dégradante, finalement pour l'image du football africain. Beaucoup de supporters africains, pas seulement les Sénégalais, et il faut le souligner, parlent d'une décision guignolesque, de magouille et d'une honte pour les instances du football africain, en écho aux réactions de responsables et d'anciens joueurs sur le continent. La mesure est perçue comme un précédent dangereux, vraiment retiré une CAN 2 mois après la finale, qui décrédibilise malheureusement la compétition et renforce l'idée d'un football africain mal gouverné. Dans la diaspora sénégalaise, vous pouvez l'imaginer, la décision est ressentie comme un vol symbolique, d'autant plus que le titre avait déjà été célébré partout, y compris en France. Les prises de position du gouvernement sénégalais, vous les avez vues, demande d'enquête, pour soupçon de corruption, saisine du TAS, confondent les critiques de la diaspora qui y voient la confirmation d'un traitement injuste. On peut vous parler aussi de la réaction au niveau de la diaspora marocaine. Le discours dominant est plus mesuré. Beaucoup mettent en avant le respect du règlement. Donc, la décision de la CAF d'activer par exemple sur tapis vert la carte d'université au Maroc est très mal accueillie par une large partie de la diaspora africaine en France et l'aperçoit comme injuste. Alors, eux, ils sont, on va dire, un peu plus mesurés quand même. Beaucoup de supporters sénégalais et plus largement africains installés à part par des décisions honteuses, on l'a dit, guignolesques, liées aux magouilles. Donc, les réactions, elles sont un peu mitigées du côté du Maroc. Il y a beaucoup de Marocains qui trouvent quand même la décision injuste, et puis il y a d'autres qui parlent de règlements, qui reviennent sur les règlements qu'il aurait fallu... On l'a encore perdu. Hein. Elle était en plein développement. On va certainement la retrouver dans un cours. On va la retrouver certainement, oui. Elle nous revient, le docteur Mireille Ngosso, pour poursuivre son développement et peut-être chuter sur la première préoccupation. Je disais, si vous m'avez écouté, qu'au niveau de la diaspora marocaine, bien évidemment, c'est un peu plus mesuré, le sentiment est plus partagé. Une partie se réjouit du sac officiel finalement, mais une autre juge la situation embarrassante quand même et estime que ce titre sur tapis vert ne fera pas taire les polémiques ni ne renforcera la légitimité sportive du Maroc. Ok, restons avec ce royaume chérifien. Comment est-ce que vous appréciez son attitude au-delà de l'appel qui a été introduit, mais déjà même l'incarcération des supporters en provenance du Sénégal? Je
pense qu'on peut être tous unanimes là-dessus et je pense que même au niveau de la diaspora marocaine, j'en parlais tout à l'heure, quand on parle de mesures, il y a quand même quelque chose qui ressort, un peu ce chauvinisme que bon, c'est quand même notre pays et ça nous fera plaisir évidemment d'être champion d'Afrique, mais je veux dire qu'on est tous d'accord sur le fait que le Maroc s'est très mal pris. On l'a vu tout au long de la compétition dès le premier match du Maroc. Et que dire par exemple de la rencontre qui a opposé le Maroc à la Tanzanie. C'est vraiment des choses qui ne participent pas à renforcer, à crédibiliser le Maroc. Le Maroc voulait absolument avoir cette CAN, absolument avoir ce trophée. Et ils ont mis tous les moyens, malheureusement, même les moyens légaux, illégaux, licites et illicites, pour y parvenir. Et aujourd'hui, c'est effectivement cette cacophonie, ces magouilles qui, malheureusement, ne décrédibilisent pas seulement le Maroc, mais décrédibilise l'Afrique tout entière au travers aujourd'hui de la CAF, la Confédération africaine de football. On montre aux yeux du monde que nous sommes prêts à tout et parfois aux magouilles les plus honteuses, aux choses les plus scandaleuses pour arriver à nos fins. Donc je pense que c'est quelque chose qui fortement décrédibilise et du monde. Est-ce que cet événement-là, ces événements de ces jours et surtout cette décision de la CAF et surtout le comportement du royaume chérifien ne va pas venir éclabousser cette candidature-là? Amoindris, sont affaiblis, sont honteux de toutes ces magouilles qui ont consisté tout simplement à avoir trophée continental. En face, nous avons, appelons cela ainsi, le vainqueur sportif, le Sénégal. De votre point de vue, est-ce qu'il est possible, au-delà de la victoire sur l'aire de jeu, d'obtenir du côté de Dakar un succès devant les juridictions, notamment l'OTAS? Alors, le problème, c'est justement que si on parle d'abord du fait que de ce jour-là, donc du jour de la finale, il y a eu un certain nombre d'irrégularités. Mais il y a, vous savez, dans les articles de l'IFAP, notamment le 5 qui dit que l'arbitre est souverain. Lors d'un match, l'arbitre est souverain, c'est-à-dire que c'est l'arbitre qui constate les irrégularités et qui peut donc décider de mettre un terme à une rencontre ou pas. Et on se souvient que lors de la finale, l'arbitre n'a pas donné les 3 coups de sifflet. Donc il a attendu que les joueurs sénégalais reviennent sur le terrain. Et il faut partir aussi du contexte qui entourait cette finale. C'est une finale qui se joue à haute tension. On connaissait déjà les intentions du Maroc et donc toutes les équipes étaient sur le qui-vive. Et cette tension-là, je pense que l'arbitre n'a pas voulu appliquer à la lettre les lois de jeu de la CAF et partant du football en arrêtant cette rencontre, puisque le simple fait que les joueurs sénégalais soient sortis du stade, l'arbitre aurait pu arrêter la rencontre et déclarer le Maroc vainqueur. Mais ça n'a pas été fait. Et ça, c'est une des choses qui seront défendues notamment par le Sénégal et ses conseils. Et moi, je pense que si, effectivement, c'est défendu puisque c'est une situation inédite, on ne déclare pas un vainqueur 2 mois après la fin d'une compétition. Tout a été entériné, tout a été accepté, et puis 2 mois après, on décide que c'est une autre nation normalement qui devait. C'est inédit, vous le savez, dans le monde du football. Donc je pense que le Sénégal a ses chances sur le plan juridique, et que si on défend bien évidemment déjà la souveraineté de l'arbitre qui n'avait pas sifflé la fin de match, mais aussi toutes les magouilles qui ont entouré finalement cette compétition au Maroc, je crois que le Sénégal a des chances d'avoir gain de cause. Merci à vous, Dr Mireille Ngosso, de cette brillante contribution au téléphone. Et on va poursuivre Merci. Voilà.
On va poursuivre. Tout à l'heure, Mireille Ngosso évoquait, bien entendu, le Sénégal qui a ses chances. J'y arrive intact de pouvoir, bien évidemment, obtenir la victoire juridique de cette édition 2025, la Coupe d'Afrique des Nations. Et on va retrouver justement à Dakar au Sénégal, Papa Fatah Faye, c'est le président de la fédération sénégalaise, non pas de football, de cyclisme. Il voulait également nous donner sa grille de lecture relative à cette importante actualité qui fait des émules aussi bien sur place au pays que partout dans le monde. On va s'accorder avec la technique pour avoir Papa Fatah Faye. Nous avons au téléphone depuis le Sénégal Papa Fatah Faye, c'est le président de la Fédération sénégalaise de cyclisme. Président, bonjour, on vous souhaite bonne fête. Vous nous avez dit en off que chez vous, la célébration c'est plutôt demain. Bonne fête par anticipation. Président, bonjour et bonne fête. Bonne fête par anticipation. Chez vous, c'est demain samedi. Oui, bonjour. Ok. On vous souhaitait bonne fête par anticipation. Merci beaucoup. Le continent. Ok. Merci, le continent vous passe le bonjour. Avec vous, on voudrait savoir l'accueil que les populations sénégalaises ont réservé à cette décision du jury d'appel de la CAF. Je dirais bien très déçu, mais nous sommes une population très posée et réfléchie. Et on l'a reçu avec beaucoup de calme. Mais acceptera pas. C'est une chance, il parle de l'article 82 du code disciplinaire de la CAF. L'arbitre aurait dû mettre fin définitivement à la rencontre. Mais cette décision fantôme, une monstruosité de juridique, là, vraiment, je dis, c'est pas du tout civilisé. Y compris de tout ce montage qu'ils ont fait, en écartant certains juristes au niveau de la CAF et tout ça, et prendre une décision finale qui arrange le Maroc. Donc, le président a réagi en premier pour quand même démasquer tous ceux qui sont en train de, qui sont corrompus, c'est le vrai mot, qui sont corrompus. Et là, je pense que nous serons au sommet de tout ça. Alors, nous avons des juristes et je pense qu'ils vont s'y mettre, raison pour laquelle on a fait un appel au niveau de la TAS. Et je pense que c'est une bataille juridique qui va s'engager et nous verrons entre les tricheurs et les intelligents qui sont les meilleurs. Voilà. Au-delà du recours juridique, vous avez parlé du TAS, le tribunal arbitral du sport. Est-ce que d'autres moyens de contestation sont envisagés? Certains parlaient par exemple de boycotter le mondial, ne pas être à la CAN féminine au Maroc pour l'été prochain par exemple. Nous nous sommes battus jusqu'à en arriver là. Et là, jamais on acceptera de boycotter. Nous allons nous battre. Et s'il faut même battre des pays
Donc, le Sénégal, c'est vrai que la qualité des coups n'est pas excellente, mais bon, le Sénégal est prêt à se battre, oui. Il y a des briques, hein, la communication n'est pas bonne. Oui, bon, là, elle semble s'être stabilisée. Vous disiez donc que le Sénégal est prêt à se battre jusqu'au bout pour conserver sa couronne. Ouais, on a servi à nos juristes. On a servi à nos juristes de quoi se battre. Et là, ils iront jusqu'au bout. Et tout le monde entier s'est rendu compte que vraiment, la CAF n'est pas à la hauteur. C'est tout. C'est tout. Ok. Maintenant, peut-être cette dernière préoccupation, ça c'est un sujet qui est parallèle. Hein. Est-ce que vous avez les nouvelles récentes des supporters sénégalais qui sont en détention au Maroc à l'issue de cette finale du 18 janvier? Alors, je vous dis, mon frère, le Maroc s'est tiré une balle en plein pied. Parce que le Maroc a défié l'Afrique noire, les pays sahéliens, donc qu'ils comprennent que tous ces matchs ne se joueront pas au Maroc, mais dans les pays de l'Afrique noire et pourquoi pas au Sénégal. Il y aura des matchs, des allers-retours. Et je pense qu'ils doivent beaucoup penser à ça. Nous ne leur laisserons pas faire. Les détenus ont été jugés chez eux. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais qu'ils pensent beaucoup au retour au Sénégal ou dans les pays de l'Afrique noire. Et je pense que vous pensez également à la même réflexion que j'ai en ce sens. En tout cas, courage et merci de continuer à croire, à défendre vos droits. Merci d'être intervenu en direct de ce programme. Merci beaucoup pour la considération. Et vous êtes un pays frère et je salue mes parents cyclistes camerounais, Jessica et son président. Je salue le secrétaire général et toute la fédération camerounaise de cyclisme. Merci à vous, Papa Fatta Faye. Merci de cette brillante contribution. Ok. Nous avions au téléphone Papa Fatta Faye, qui est le président de la Fédération sénégalaise de cyclisme, président de la Fédération sénégalaise de cyclisme, qui réagissait en rapport avec cette actualité qui transcende toutes les autres disciplines. Sa Majesté le Nafanja, bonjour. Bonjour José Salah, bonjour à tous les auditeurs de la 101.3 Béni FM. Vous allez bien? Ouais, je vais bien, mais je suis un peu tendu. Vous savez, je n'aime pas accuser le retard. Depuis 20 ans que je suis sur les plateaux, j'ai toujours eu pour cheval de bataille dénoncer la politique du gouvernement en matière d'infrastructures routières pour faciliter la mobilité ne serait-ce que dans nos principales villes. Et j'ai l'impression que c'est un combat qui ne sert à rien. C'est comme un coup d'épée dans l'eau au regard de la négligence de ce qu'on reçoit. Vous voyez, je suis venu vraiment parce que j'ai de la considération pour nos auditeurs. Parce que en ce jour de fin de Ramadan, les routes sont quand même bloquées partout, les embouteillages, les bouchons partout. C'est grave. C'est-à-dire quand si n'eût été ma détermination habituelle, je ne serais même pas venu. Alors donc, pour dire une fois de plus au gouvernement vraiment que c'est trop, même sortir de la cité, partir de l'omnisports, c'était un calvaire. Ça a été un calvaire. On peut quand même prendre en compte que le jour est particulier. Oui, c'est la célébration. Oui, la célébration, c'est vrai. Moi, je sais, je dis c'est la célébration, mais c'est quand même depuis 43 ans que M. Biya est au pouvoir. Et que ces problèmes, on devrait peut-être être confronté à ça. Quand vous allez à Dakar, il y a un moment, c'était les mêmes choses. Depuis Abdoulaye Wade, ils ont amélioré jusqu'à il y a déjà le RER. Ce qu'on a promu ici en 2011, je crois 2000 combien, qui n'a toujours pas vu le jour. Alors ça m'amène à se dire que, ça m'amène à dire que
vraiment, par cohérence intellectuelle, c'est pour ça que j'étais dans l'équipe de campagne d'Issa Chiroma Bakary et que vraiment je ne le regrette pas. Et si c'était à refaire, je le referais. Voilà, c'est comme ça. Parce qu'on ne peut pas avoir un pays entre les mains. Nous avons vécu, vous êtes jeunes, moi j'ai vécu, j'ai fait ma maternelle ici à l'école de sources à Madagascar. Là. Je connais la route qui passait là-avant. Et je connais ce que cette route actuelle, c'est ce qu'Aïdjo a fait en 24 ans, les 2 voies là. C'est Aïdjo qui a fait ça en 24 ans de règne. Mais en 43 ans de règne, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas d'amélioration, mais c'est plutôt la destruction de cette route. Quand vous voyez au niveau d'Argo, c'est déjà le terre-plein, c'est le trou, les bœufs entrent même là, sur un terre-plein du tout comme ça pour se nourrir. Mais non, on ne devrait pas en arriver là quand même. Il faut que ça change. Ça va changer. Nous sommes en sport. On revient en sport. Voilà, on revient en sport. C'était un coup de gueule parce que vraiment, quand je suis fâché, il faut que je me lâche un peu. Il faut se libérer. Voilà. Vous arrivez pendant qu'on parle de ce fait d'actualité. Comment est-ce que personnellement vous avez accueilli, là je parle à l'Africain que vous êtes, cette mesure controversée du jury d'appel de la Confédération africaine de football? D'abord, au moment où on a engagé la Coupe d'Afrique des Nations, au Maroc, là, 2020, j'avais dit aux gens que si j'étais chef de l'État du Cameroun, je résilierais les relations diplomatiques avec tous les pays du Maghreb. Là. Comment ça? Et pourquoi? Parce que c'est des pays racistes qui ne se prennent pas pour des Africains et qui méprisent le noir à un niveau. Est-ce que c'est pas fort? Non, mais c'est les faits. Ce sont les faits. Quand vous voyez dans une vidéo, Georges, comment les gens prennent le bas de fer pour taper sur un noir dans un aéroport au Maroc, aéroport international, les autres viennent au lieu de calmer les gens, ils entrent dans la danse. Mais où sommes-nous? Sommes-nous en République vraiment? Et c'est à ce pays qu'on fait les yeux doux. Les yeux doux. Durant toute la compétition, c'était flagrant. Tout ce qu'on faisait au Maroc, c'était flagrant. Ça ne faisait que raviver en moi ce désir que je dis que si j'étais chef d'État, je résidais le combat. Parce que je connais comment ils maltraitent nos frères qui sont là-bas en quête de transition pour aller en Europe. Ils les traitent comme des chiens. Moins que des chiens même. Alors c'est pour ça que moi je dis, on ne peut pas être avec des gens qui viennent se faire du beurre dans nos pays et qui n'ont pas la moindre considération pour nous, nos ressortissants. Si nos États, nos dirigeants étaient sérieux, il y a bien longtemps qu'ils auraient frappé du poing sur la table. Et c'est pour rappeler, on chasse d'abord tous ceux qui ont des actions dans nos entreprises. On leur dit vraiment rentrez chez vous. Vous avez pas de... Mais comme le gouvernement camerounais s'en fout de sa communauté, de la diaspora, il laisse faire. Mais là on parle du Sénégal. Et maintenant, voilà comment ils ont fait. Et pendant toute la compétition, on a vu comment on a favorisé le Maroc. Le président de la FECAFOOT a même été sanctionné parce qu'il a crié son ras-le-bol lors du match Cameroun-Maroc où on fait des fautes, l'arbitre ne veut pas aller consulter la VAR et où certains même, quand le président de la FECAFOOT, on le sanctionne. Vous vous imaginez. Alors maintenant, le Sénégal est venu. Le Sénégal s'est menacé et même sorti du stade. Il est revenu. Maintenant, plusieurs mois après, et heureuse coïncidence ou quoi, le lendemain du jour où le Sénégal décide de ne plus reconnaître l'homosexualité, on décide de se retirer la coupe au Sénégal. Je dis quand même, soyons sérieux. Il ne faut pas que les gens aient la mémoire courte. Qu'on sache que, d'abord, pendant tout ce CAN-là, non seulement il y a trop de magouilles, on a tué 2 journalistes là-bas pendant la CAN parce que les journalistes avaient des preuves de corruption. Il y a des journalistes qu'on a tués, on a tué 2 journalistes, je crois, un journaliste ou 2. En tout cas, on a tué 2 personnes impliquées dans le foot là-bas, toujours à cause de cette mafia qui a été organisée. La CAF s'est tue, n'a rien dit de tout ça. Maintenant, on vient, plusieurs mois après la CAN, dit qu'on retire le trophée. Je voudrais rappeler aux responsables de cette commission de la CAF que en 1976, le Maroc remportait la Coupe d'Afrique des Nations pour la première fois. C'était sa 2e participation à une Coupe d'Afrique des Nations. Arrivé en finale, parce que pour cette Coupe d'Afrique des Nations 76, c'était encore 2 poules de 4 clubs. Et il y avait l'Éthiopie, c'était en Éthiopie. L'Éthiopie était le pays organisateur. Et c'est le Zaïre qui venait comme... Donc le Zaïre et l'Éthiopie qui étaient qualifiés d'office comme détenteurs du trophée. Alors, en finale, il s'est trouvé que le
Maroc jouait contre la Guinée. La Guinée. De Sékou Touré. Alors, comme vous savez que Sékou Touré n'était pas une bonne femme, n'était pas du tout aimé par les colons. Le Maroc, au cours de la finale, a fait ce que le Sénégal a fait. Le Maroc est sorti du stade avant de revenir jouer et remporter. Même scénario que le Sénégal. Ça n'a rien dit. On a laissé jusqu'à aujourd'hui. Et la décision qu'on vient de prendre a poussé maintenant les autorités sénégalaises à dire qu'elle aussi réclame, guinéenne. La Guinée réclame aussi son trophée de 76. Parce qu'il ne faut pas faire du 2 poids 2 mesures. On se rend compte que les faveurs que le Maroc a, qu'on accorde au Maroc avec le Front Polisario, du cadre Front Polisario, a fini par faire amener le Maroc à la grosse tête. Mais est-ce qu'on réclame au quartier? Est-ce qu'on réclame à la... Non, ils vont engager... Est-ce qu'il ne faut pas saisir les voix? Ils vont saisir. Ils vont saisir. Ça dit qu'ils tirent leur épingle du jeu maintenant à partir de ce que... En attendant, peut-être qu'ils attendent voir jusqu'où ça va aller. Parce que maintenant, le Sénégal va au TAS, au tribunal hospital sportif là. Donc le Sénégal est en train d'aller là-bas. Peut-être que les autorités guinéennes attendent de voir comment ça va se passer. Ou alors même, je crois peut-être qu'ils ont déjà, eux-mêmes, ils ont donné de la voix dans ce sens. Ils ont déjà donné de la voix dans ce sens pour dire que si tel est le cas, eux, ils réclament aussi. Comme c'est une loi qu'on a repris, on est passé, on a pris la décision, on a décidé de donner le trophée. On est revenu par la suite et les Guinéens estiment qu'eux aussi devraient bénéficier de ce trophée. Est-ce qu'objectivement, on ne devrait pas d'abord commencer par reconnaître que la loi l'article notamment 82, ce n'est pas une loi marocaine, c'est une loi qui existe bel et bien dans les statuts de la CAF, et également que les Sénégalais ont eu tort de quitter l'ère de jeu. Est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord commencer par reconnaître cela avant de poursuivre dans l'analyse? Non, moi je pense que si tel est le cas, on revient aussi, quand on dit que, mais comme les Marocains l'ont fait aussi en 1976, et on peut d'abord commencer par résoudre le problème de Maroc-Guinée qu'on a créé avant de revenir sur le cas Maroc-Sénégal. Ça, c'est mon point de vue. C'est mon point de vue. Bon, c'est vrai que logiquement, on dit, si le texte est là, il faut appliquer la loi, et est dur, mais c'est la loi, comme on dit. Mais pourquoi l'a-t-on pas fait juste après? Pourquoi n'a-t-on pas fait juste après le match pour dire que Sénégal, vous n'avez pas droit à ce trophée conformément à cet article? Vous attendez de finir, de remettre les trophées après plusieurs observations, après plusieurs réserves. Il y a eu des réserves. Ils sont passés outre, ils ont décidé de donner le trophée au Sénégal, mais ils reviennent, et en cela, ils donnent raison à l'opinion qui pense que c'est parce que le Sénégal... vous savez qu'il y a un monsieur qui avait dit que, contrairement à ce qu'on pense, on dit que les lobbies francs-maçons sont plus puissants ici dehors. Il a dit que il faut que les gens se détrompent. C'est le lobby LGBT qui est maintenant plus puissant même que le lobby de la franc-maçonnerie. Alors, donc, nous, conscients de cela, nous croyons que l'opinion qui pense que c'est le fait d'avoir adopté une loi contre l'homosexualité qui amène ces gens, ce lobby à influencer la décision de cette commission de la CAF et du président même de la CAF. Parce que la commission peut décider, le président dit que je ne suis pas d'accord. Ouais. Et justement, le président vous dit que c'est une structure annexe. Pourquoi fait-on un procès au Dr Patrice Motsepe alors qu'on parle du jury d'appel de la CAF? Est-ce qu'il devrait aller s'immiscer dans les décisions, je vais dire quoi, de cet organe annexe, de cet organe à part? Nous sommes tous des responsables des communautés et des associations. Quand il y a une commission qui prend une décision, qui représente l'institution devant la loi, c'est le président. Alors dans ce cas, si le président estime que votre décision ne me plaît pas, ne m'a pas plu, j'annule et j'assume cela parce qu'il y va de ma crédibilité à la tête de l'institution. Alors donc, Motsepe devait en son âme et conscience, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, dire je ne suis pas d'accord, j'arrête ça. C'est possible, ça rentre dans les voies. Alors si lui l'a cautionné, ça, il donne lui aussi raison à ceux-là qui pensent que la CAF maintenant, depuis le départ de Issa Yatou, ne vaut plus rien. Que ça va vraiment à volo, là, en quelque sorte. Où maintenant, la FIFA peut décider de retarder les compétitions de la CAF à la faveur de la Coupe du Monde des clubs. Vous vous imaginez? Ça veut dire que ceux qui pensent que le Motsepe n'est pas
vraiment n'a pas de la poigne là. Et ils ont raison. Ouais, il devrait dire à ces comme ça, arrêtez votre histoire, je suis pas d'accord. Point barre. C'est lui le président de la CAF. Il n'y a personne d'autre. Sa tutelle, c'est la FIFA. On va prendre Ange Kofi. C'est un confrère journaliste ivoirien qui également a sa lecture relative à ces faits d'actualité qui continuent à susciter des vagues. Ivoirien basé à Bouaké. Bouaké, c'est la deuxième plus grande ville de Côte d'Ivoire. Voilà. Et bon, on prononce un petit peu sur cette polémique qui enflamme bien sûr la toile. C'est depuis hier, il faut dire. La CAF a pondu un communiqué hier dans la nuit, voilà, déclarant le Maroc champion. Donc on va retirer le trophée au Sénégal. Ce qui paraît un tout petit peu bizarre vu le timing déjà dans un premier temps. 2 mois après, c'est un peu compliqué quand on se base forcément sur l'article, sinon sur les articles 82 et 84 de cette compétition, la Coupe d'Afrique des Nations bien sûr. Mais bon, pour moi le timing il est un peu décalé en vrai. Voilà, le Sénégal sort du terrain, c'est un acte à condamner, voilà, à réprimer, ok. Voilà, mais pourquoi pas, je me dis, insultant, interrompre le match. Voilà, l'arbitre pourrait siffler la fin du match et c'est fini. Déclarer le Maroc vainqueur sur tapis vert, Sénégal pèse sur tapis vert, ok. C'est simple en fait, là c'est la loi qu'on applique. Mais 2 mois après, rendre le verdict, c'est un peu compliqué. Voilà, pendant que, je crois, l'article 5 de l'IFAB, je crois, au niveau des arbitres, stipule que toutes les décisions prises par l'arbitre sur le terrain ne sont pas contestables. Voilà. Donc, si l'arbitre a décidé d'aller au terme du match, c'est qu'en réalité, il n'y a rien en fait. Donc, pour moi, l'arbitre a poursuivi le match et les décisions sont définitives, comme le dit bien sûr l'article 5. Donc, en réalité, on doit... le résultat final, puisque le rapport même du match a été validé. La CAF a félicité le Sénégal. Donc, je me dis que c'est un peu décalé. Concrètement, c'est un peu décalé. Là, le Sénégal aussi vient de saisir le TAS. Ça veut dire que ce feuilleton va longtemps durer. Et le Sénégal vient de saisir le TAS. Si, moi je me projette un peu, si la règle que le Sénégal remporte bien sûr cette bataille juridique, la CAF passe peu crédible. Voilà. Et je me dis moins crédible en plus. Voilà. La CAF pourra quand même, je veux dire, perdre beaucoup plus en crédibilité. Et puis voilà, cette Coupe d'Afrique des Nations, même si en Côte d'Ivoire, voilà, ça a aussi le niveau. On l'a dit, c'est la meilleure compétition au monde, la meilleure compétition continentale, voilà. Mais on finira vraiment par donner raison aux Européens, disons, aux personnes vivant à l'extérieur qui disent concrètement que voilà, la compétition, la Coupe d'Afrique n'est pas une compétition majeure. Voilà, parce que même un tournoi de quartier, ça n'arrive pas. Et cette situation qui arrive donc. On a un peu joué avec le feu et finalement ça commence à prendre une autre tournure. Concrètement, cette CAF-là, cette Coupe d'Afrique des Nations, l'Afrique, on est mieux connaissable concrètement. Merci à notre confrère Ange Kofi du côté de la Côte d'Ivoire. Est-ce que finalement, aujourd'hui, la CAF n'est pas prise en otage par ce Maroc du fait que le royaume chérifien, à chaque fois, c'est de t'aider à créer les infrastructures? Est-ce que ce n'est pas ce chantage? Parce que la Coupe d'Afrique qui va, féminine en tout cas, qui va se jouer dans quelques mois, qui a été reportée, notamment à l'été, juillet, août là, c'est la 3e d'affilée au Maroc. On pense notamment à d'autres compétitions. Est-ce que ce n'est pas ce chantage qui finalement nous vaut tous ces malheurs que nous avons aujourd'hui? Georges, vous savez, quand vous avez votre enfant à la maison, quand vous le dorlotez, vous ne lui faites pas du bien. C'est d'ailleurs pourquoi je disais que je n'ai jamais accepté que mes enfants vivent de manière permanente avec mes parents. Les grands-parents dorlotent des enfants. À la fin, tu regrettes, tu dis qu'on a rendu ton enfant faible, bref, disons, pas entreprenant. Donc, pour ma part, le fait d'avoir favorisé le Maroc à chaque fois comme ça est une raison évidente qui amène les gens à se dire indispensable. Alors qu'on sait que l'Afrique du Sud, qui a d'ailleurs proposé sa disponibilité, est peut-être mieux loti que le Maroc. J'ai l'impression que l'Afrique du Sud est mieux loti que le Maroc.
Alors, mais on ne sait pas quel vraiment, où est-ce que le Maroc tient la CAF jusqu'à ce point. 3 CAN d'affilée dans ce pays. Mais c'est l'occasion de tirer aussi le boulet sur nos dirigeants. Hein. Est-ce que c'est pas à ce niveau que les autres fédérations et même les autres États sont fautifs? Mais à savoir que il y a plusieurs pays qui n'ont même pas un seul stade selon les normes internationales. Mais c'est pour ça que je dis que ça m'amène encore à regretter le président Ahidjo. Si le président Ahidjo avait fait 30 ans au pouvoir, je suis sûr que ce pays serait émergent. Et c'est parce que les Blancs ont vu venir ça qu'ils ont tout fait pour que ce monsieur parte du pouvoir. Alors, mais je dis donc que ce n'est pas normal. Même au Cameroun, le stade de Lembe n'est pas achevé. Hein, comme l'axe Douala Yaoundé. Mais c'est quoi? Mais on devrait avoir des arguments pour tirer au Maroc d'arrêter de faire ce qu'il fait là. Hein? Non, c'est bien, tu as raison. Je crois que c'est le fait d'avoir été visionnaire, hein, de créer des structures, on finit par rendre le Maroc non seulement indispensable, mais arrogante. On était arrogant face même aux institutions comme la CAF et autres. Parce que c'est incompréhensible. Vous avez joué, les gens sont sortis du stade, comme a dit notre confrère sénégalais là. L'arbitre aurait dû faire directement l'article 84 sur place et déclarer le Maroc vainqueur. On ne l'a pas fait. On a poursuivi le match jusqu'à la fin. On a remis le trophée au Maroc, le Sénégal. Le Sénégal rentre et 2 mois plus tard, vous venez dire que non, on lui retire pour donner au Maroc. C'est quoi ça? C'est quelle histoire là? Je crois que c'est un grand risque, hein, que la CAF a pris. Parce que je n'ose pas, si les gens voyaient comme moi, j'aurais directement demandé aux autres pays que vous boycottez. Vous dites à la CAF, si vous ne revenez pas sur Quand vous parlez d'autres pays, vous pensez à qui? Depuis que cette actualité... Le Sénégal, le Cameroun, le Gabon, l'Afrique... Est-ce que les autres pays vous semblent être solidaires du Sénégal en ce moment? Non, c'est que les gens n'ont pas les couilles pour parler, souvent dire ce qu'ils pensent. Les gens veulent parler sous cap. Est-ce qu'il n'est pas bien? Moi, je dis un responsable digne de ce nom ne doit jamais avoir peur de parler, de dénoncer ce qui est dénonçable. Tu comprends? Nous, on le dénonce chaque fois. Ça, quand les gens ne croient pas qu'on en retire, on ne reçoit pas les coups. On reçoit les coups de notre liberté de ton dans les médias. Mais on a opté pour ça. Nous avons opté d'être des gens cohérents, des intellectuels dignes de ce nom. C'est-à-dire que quand je dis que je suis un intellectuel, l'intellectualisme, ça va avec la cohérence dans les idées. Il ne faut pas qu'aujourd'hui on dise que oh, Paul Biya c'est le meilleur. Et du jour au lendemain, tu dis que non, Paul Biya c'est un chien. Après, tu dis encore, oh, Paul Biya vraiment c'est le visionnaire de la République. Non, mais vraiment, vous n'êtes pas un intellectuel. On ne doit pas vous appeler un intellectuel. Et je crois que c'est même pour ça, c'est ce que le professeur Koumandou Maître disait, qu'au Cameroun, on a beaucoup plus de diplômés illettrés que d'intellectuels. Il a dit que les intellectuels disent ce nom sont rares au Cameroun. C'est un nombre très limité. Et je suis d'accord avec lui. Sortons de ce sujet avec peut-être forcément la conséquence. On imagine le discrédit de l'Afrique sur la scène mondiale. Est-ce que ça ne ternit pas l'image du continent à quelques mois, par exemple, du mondial? Parce que le mondial... c'est notamment en juin, en juillet prochain, aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Et il faut préciser que l'Iran a déjà dit qu'il est pays qualifié, qu'il n'ira pas à cette compétition. Alors évidemment, nous on croyait qu'au moins le sport pouvait sauver l'image du Cameroun, de l'Afrique. Mais ils ont emboîté aux responsables politiques, emboîté le pas pour faire la même chose que ça. C'est-à-dire que danser la danse Bafia qu'on dit souvent là. Vous allez en avant, vous allez en arrière, on ne sait pas, vous faites du surplace. Parce que sur le plan politique, il va sans dire que, à l'exception de quelques grands, comme j'ai vu une vidéo circuler sur la toile, on attribuait les noms des joueurs à certains chefs d'État. Et on a commencé par Ibrahim Traoré qu'on a qualifié de Lamine Yawal. Hein? On a appelé Poutine de Cristiano Ronaldo, Zinedine de Messi, et Kim Jong-un de Haaland. Vous voyez que ça veut dire qu'on croyait que c'est grâce au sport, le sport pouvait encore sauver l'image de notre continent pour dire que si sur le plan politique on a suffisamment terni l'image du continent, au moins sur le plan sportif et footballistique précisément, on devrait pouvoir être respecté.
On va retrouver Yao Bandera, notre ami et frère, hein, du côté de la Bretagne. Hein, c'est en France. Yao, mon frère, bonjour. Bonjour Yaoundé, je vous envoie à tous les confrères affectueusement. Là, sans jamais parler dans le micro. Je suis la santé. Santé d'abord. Est-ce que du côté de la Bretagne, je parle de la diaspora africaine, on se remet de cette nouvelle qui fait l'objet de toutes sortes de commentaires depuis quelques jours? Tu sais mon frère, ce qui s'est passé il y a quelques jours, c'est-à-dire le mardi dernier, le 17, tu sais, il y a un dicton du Togo, tu sais, je suis natif du Togo, au pays des éperviers, il y a un dicton de chez nous qui dit des fois dans le malheur, tu acquiers le bonheur. Ce qui se passe aujourd'hui là, c'est le reflet type de ce système qui a été pris en otage par eux-mêmes. Je m'explique. C'est-à-dire, on a quand même une chance inouïe, puisque depuis que la Coupe du monde de football existe en 1930 en Uruguay, on n'a jamais, historique, une institution, une telle mascarade se reproduit. Du jamais vu dans l'histoire du football, du jamais vu. Ça veut dire que c'est le système, malgré qu'il a été pris en otage, il dit qu'on n'est pas volé. C'est-à-dire, il la met dans le sac, le gars dit il n'a pas volé. Pire encore, on va redonner un autre moyen pour qu'il vole encore plus. Je vais encore... Écoute, bon, ça c'est mon point de vue, on n'est pas obligé d'être d'accord avec moi, ça c'est mon point de vue. Je vais encore plus loin dans l'histoire, plus loin. Je te dis, des fois, dans le malheur, tu acquiers le bonheur. Moi, je pense, mon frère Georges Salah, ça va donner encore une force incommensurable pour le sport africain. Vous nous dites comment? Là, ce qui se passe actuellement là, je vais aller voir d'ici une semaine, je te ferai le rapport au Stade de France pour soutenir l'équipe du Sénégal. C'est officiel, ils vont ramener la coupe qu'ils ont méritée au Stade de France. Il va y avoir une fête, méga fête avec tous les artistes, Nsondour, Bouba, tout le monde va faire, on va faire la fête avec eux. En fait, c'est un message, tu te dis, malgré ce que les gens sont en train de faire les polémiques, je dis, des fois, dans le noir ou dans le malheur, il y a aussi un signe du bonheur dedans. Il y a un signe de bonheur dedans. Donc, ça c'est mon point de vue. Regarde, je vais éclaircir, je parle beaucoup avec des métaphores, je vais éclaircir la situation. C'est-à-dire, ce qui va se passer là, ça va redonner encore plus fort à un nouvel football africain qu'on rêve d'avoir. Parce qu'on va rentrer dans le côté épidermique du système pour mieux comprendre la chose. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, quand Sénégal va jouer la prochaine fois, là, dans quelques jours contre le Pérou, ou d'autres matchs qui vont arriver, toute la planète ne font que parler de cette situation. Des fois, il y a des choses positives là aussi dedans pour dénoncer le système. Moi, j'ai fabriqué des émissions, 4 heures d'émissions, j'ai commencé déjà, mon frère. 4 heures d'émissions, spéciales sur mesure, des chevronnés de l'équipe de l'Atlas du Maroc, des chevronnés de Lyon de la Tarang. Tout le monde se bagarre. Et après, il y a un truc qui s'appelle le côté constructif. Tu connais une famille, monsieur Salah, qui n'a pas de problème? Ça n'existe pas. L'Afrique a mis au monde. Ah! L'Afrique a mis au monde beaucoup d'enfants. C'est 4 enfants, le continent. Et une famille de 50 enfants, de temps en temps, il faut avoir des bagarres. Elle a enceinté le Maroc, elle a enceinté le Cameroun, elle a enceinté le Sénégal. De temps en temps, tu laisses les enfants se bagarrer. Après, ils vont rester calmes et sereins. Bon, ce qui va se passer, c'est que actuellement, on va rentrer dans le côté systémique et le côté, comment ça s'appelle, juridique. Moi, ce qui me donne l'espoir dans cette histoire, je te dis, j'espère me tromper. L'affaire c'est-à-dire commencer le dimanche 18 janvier. Et là, on prend une décision 2 mois plus tard, disons que tout ce qui s'est passé au niveau de la finale, on prend une décision 2 mois plus tard. C'est ça qui a mis le feu en poudre. Pourquoi 2 mois?
Pourquoi 2 mois? On a l'impression que c'est un poisson d'avril. On est en train de regarder Champions League à Paris-Chelsea. On sort l'affaire le 23 à 23h. Sincèrement, j'ai pas été surpris, hein, vu que ce sont des... Quand quelqu'un est dans un système, il n'a rien à foutre de ce qui se passe ailleurs. Ils n'ont rien à foutre. Parce que le jour-là, moi, sincèrement, j'ai pas été sincèrement... Vu les signes avertisseurs qui nous avaient déjà annoncés, tu es mieux placé, Georges Salon, on a dénoncé dans mon émission Africa 22 Sport. Le jour là même, le mardi, le 17, c'est le jour où les filles sont censées jouer la Coupe d'Afrique des Nations féminines. C'est du 17, regarde le calendrier, 17 au 3 ou 4 avril. Ça a été repoussé volontairement jusqu'au mois de juin. Qu'est-ce qui prouve? J'ai encore dit ça dans mon émission. Le mois de juin, qu'est-ce qui prouve qu'ils ne vont pas encore pousser? Parce que c'est des signes avertisseurs. Ils ont encore le venin de ce qui s'est passé le 18 janvier. Et moi, donc ça, c'est des signes avertisseurs, ça. Donc pour aller encore plus loin, je peux te démontrer sur tous les points mathématiques avec le système là, tout. Là, ça veut dire quoi? La Coupe du monde de football qui commence, et là, ça va finir juillet. Une fois fini mi-juillet, ça veut dire quoi? Les championnats de nos techniciens vont commencer dans les pays européens. Et là, le mois de juillet, août, ils vont reprendre le championnat. Le championnat début décembre, tout ça là au janvier, Champions League. Et alors nous parlons la 36e édition de la Coupe d'Afrique des Nations dans le Zanzibar. Comment tu peux jouer un football comme ça? Les gars ne sont pas des robots. Allez, alors nous parlons la 36e édition est maintenue officiellement. Ça veut dire que c'est un système pourri. C'est un système pourri complètement. C'est-à-dire, rien à foutre de nos techniciens. C'est même pas le manque de respect. Là, ce que je te dis là, c'est violent. Hein? Moi, c'est ce que j'ai fait mon émission hier là. Mon émission hier, c'est encore plus volcanique. Je vais t'envoyer les choses. Donc, en fait, moi, je dis, c'est une excellente nouvelle ce qui se passe là. C'est de mieux comprendre ce qui est dans la calebasse. Tu sais, au Togo, pour mieux comprendre ce qui est dans la calebasse, il faut la casser pour voir ce qui est dedans. C'est pour mieux comprendre. Tant que la calebasse n'est pas cassée, tu peux savoir si tu peux jamais savoir ce qui est dedans. Là, c'est-à-dire, on va essayer de voir encore autre chose. Pour voir autre chose encore, c'est quoi, monsieur Salah? On va voir TAS. Qui dit TAS dit vraiment le tribunal là, d'arbitre du sport. Là, ça rigole pas parce que c'est une institution qui est complètement, qui n'est pas affiliée à la FIFA, c'est la CIO de notre Zimbabwéenne, de Madame Coventry, qui a pris la reine depuis l'année 2025 en remplacement de l'Allemand Thomas Bach. Donc ça, c'est vraiment cette institution, moi, ce qui me donne espoir, c'est une institution indépendante qui a pour situation de voir, de décortiquer qu'est-ce qui va ou qu'est-ce qui ne va pas, créé en 84 à Lausanne. Et mon frère Bandera, en même temps, cette institution... Oui, mon frère Bandera, j'ai une préoccupation. En matière du sport. Mon frère Bandera, j'ai une préoccupation. Oui, je voudrais savoir, est-ce que cette actualité ne va pas finalement aboutir à une sorte de division au sein de ce continent berceau de l'humanité? Non. À savoir, d'un côté le Maghreb, de l'autre l'Afrique noire. Non, mon frère, je te rassure tout de suite. Je t'ai envoyé une métaphore tout à l'heure. Je ne sais pas si tu m'as compris. Tu connais une famille qui n'a pas de problème? Ça n'existe pas. Je te dis ce qui se passe là, exactement là. En fait, c'est pour mieux comprendre le côté systémique pourri et mafieux de l'appareil. C'est ça le truc. C'est ça, il faut comprendre. Ce n'est pas question de diviser. Non, ça a été toujours la nuit des temps sur le continent. Après, il y a toujours l'harmonie, la paix, tout. Donc, il faut... Quand, comment ça s'appelle, un volcan crache du feu, j'ai employé le terme volcanique tout à l'heure. Après, il va rester calme et serein. Regarde la nature, quand il y a des templements de terre, tout ça, les rafales, après, elle reste calme et serein. Et ça ne va pas faire des divisions. Je ne vois pas ça. Il faut laisser parce qu'actuellement, c'est normal, c'est frais. Mais moi, je vais au-delà du côté juridique, le côté institutionnel. C'est là où, pour la première fois, vu que je n'ai jamais vu dans l'histoire du football, j'espère pas me tromper, et vu le dossier du Sénégal, tu m'avais envoyé les éléments, moi aussi je t'ai envoyé les éléments sur les réseaux sociaux. Le dossier du Sénégal est immaculé, c'est propre le dossier du Sénégal, c'est défendable. Moi, ce qui m'émeut dans cette histoire, M. Salah, comment le 18 janvier, tu prends une décision 2 mois plus tard. La seule personne
que moi je cible, que je vilipende, que j'accuse dans cette histoire, c'est l'arbitre. Tu es garant sur le terrain. 22 acteurs qui jouent, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, comment? Regarde leur article, comment ils disent. Le fameux article 82, si une équipe quitte le terrain avant la fin du temps réglementaire et sans l'autorisation de l'arbitre, elle est considérée perdante. Mais tu as fait quand même revenir, quand ils ont fait revenir les joueurs, Sadio Mané et ses coéquipiers, ils ont rejoué le match à temps réglementaire et ils ont rejoué le match encore jusqu'au, comment ça s'appelle là, au niveau de prolongation. Il aurait pu arrêter définitivement le match vu qu'une partie de joueurs est partie. Ça, c'est les experts qui le disent. J'ai eu l'intervention du porte-parole président de la Fédération sénégalaise du football sur RMC. C'est la même réaction pour tous les spécialistes du ballon rond. Tu es garant sur le terrain, tu dois mettre vraiment de l'ordre, interrompu le match, on n'en parle plus. Là, les gars, ils ont joué, ils ont eu leur médaille, ils ont fait la fête, ils ont rentré au pays. C'est quoi ces conneries-là? C'est la mascarade du siècle, mais je dis la mascarade du siècle, il y a aussi du bonheur là-dedans. Faut pas jeter l'eau du bébé, comme on dit. Il y a aussi des choses positives dedans. Les choses positives, il faut mieux comprendre, mettre vraiment la loupe pour mieux comprendre le côté vraiment mafieux de l'appareil, quoi. Ok, merci mon frère Yao Bandera. Les invités te disent également merci de cette contribution. J'ai pas entendu les invités. Tu l'as dit, je leur envoie la santé parce que c'est l'émission la plus écoutée du Grand Tour. Les gens savent comment je fonctionne parce que faut pas tricher, il faut rester lucide. On n'est pas là pour diviser. Non. Bon, je te dis. C'est la maman qui a mis au monde l'humanité, qui s'appelle la matrice, qui s'appelle Afrique. Donc on peut dire tout ce qu'on veut, la matrice restera la matrice. Merci. Merci mon frère Bandera. Peut-être mes confrères ne sont pas d'accord avec moi. Ça, ils sont d'accord. On est d'accord. Et nous apprécions d'ailleurs le projet du Sénégal au Stade de France pour présenter le trophée à toute la diaspora. Et je crois que maintenant, avec la décision de la CAF, avec la décision actuelle de la CAF, ce sera une autre promotion pour l'événement qui était déjà prévu. Ok. Oui. Merci mon frère Bandera. Nous, on va rester dans ce sujet. Impeccable. Merci. Bonne émission. Ouais. Ok, merci. On va peut-être un mot de conclusion. Est-ce qu'on ne devrait pas un peu craindre ce qui est de l'organisation en 2030? On parle du mondial le centenaire. Il y a quelques rencontres qui sont déjà calées du côté du Maroc. C'est une édition qui va se disputer en Amérique, en Europe et en Afrique. C'est le centenaire, c'est l'anniversaire. Est-ce que si la CAF, le centenaire de la première édition 1930-2030, ça fait 100 ans. Donc, et le Maroc va recevoir quelques rencontres. Est-ce que ces événements, ces incidents ne peuvent pas amener peut-être la FIFA à penser à retirer cette organisation au Maroc? Mais moi je pense que la FIFA devrait, ou la CAF devait le faire déjà depuis. Il y a eu mort de journalistes pendant la CAN au Maroc. On a banalisé ça finalement. Ça a été banalisé. Et ne serait-ce que pour ça, qu'on nous apporte l'éclairage, la lumière sur ces crimes odieux là. Il faut qu'on nous sorte, il y a les caméras. J'ai d'ailleurs vu une caméra, je me dis peut-être c'est pour ça qu'on a tué ces journalistes, où un arbitre est venu vers un responsable marocain pour recevoir quelque chose, se retourner et repartir. Alors ça c'est une caméra, une vidéo que nous avons suivie grâce aux caméras. Alors je n'arrive pas à comprendre qu'on a banalisé aussi ce genre de vidéo. Alors que le Sénégal s'est plaint, beaucoup de pays sont plaints. Le président de l'Afrique se plaint, on le sanctionne. Mais écoutez, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, s'ils permettent au Maroc d'organiser ces matchs, qu'ils sachent que ça pourrait déboucher à autre chose. Ils peuvent pousser maintenant le bouchon très loin au point que certains pays, par solidarité, disent que vraiment vos histoires là, on en a marre avec le Maroc là. Toutes les faveurs qu'on leur a fait contre le Front Polisario, je crois que ça leur a de la grosse tête. Maintenant, même dans le football, et ça va être comme ça partout, même sur le plan économique. Alors nous disons que vraiment il faut que ceux qui décident à la FIFA et même à la CAF
vraiment soient assez lucides. On en appelle à leur lucidité, pleine lucidité. Merci. Merci à vous. Sa Majesté Léonard Fandja. On va respirer avec la page publicitaire qui nous donnera de sortir de cette émission avec la seconde thématique, la liste des Lions pour les matchs amicaux du 27 et du 31. La cité du roi des rois des Tomeki, tabernacle porteur d'enseignement, de délivrance, de transformation et de restauration de destinée, accueille un grand rendez-vous divin du mardi 24 au dimanche 29 mars sous le thème profondément révélateur, combattre les esprits anti-progrès, combattre les esprits anti-progrès. Je déclare, toute personne qui s'est amusée vendre notre santé dans le marché de la sorcellerie, je te fouette. Je déclare à toute femme forte, que tout homme fort, aujourd'hui, est localisé à ce fouet prophétique. Je te fouette. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la destinée de nombreuses personnes, des forces invisibles s'emploient à freiner, retarder ou bloquer toute avancée. Vous vivez les retards chroniques inexplicables, les échecs répétitifs malgré les efforts, la peur constante d'en comprendre, la jalousie destructrice et les oppositions permanentes, la stagnation spirituelle, professionnelle ou familiale, ou encore l'auto-sabotage, la procrastination ou le découragement prématuré face aux opportunités. Ce programme vous concerne. Durant ces jours prophétiques, la puissance de Dieu se manifestera avec intensité remarquable pour briser ces chaînes invisibles, renverser les hôtels de blocage et ouvrir les portes d'un progrès véritable et durable. Ce programme spirituel d'une dimension extraordinaire sera conduit par l'hôte de l'événement, la très inspirée et dynamique servante de Dieu, la révérende Suzanne Gons-Macon, Maman Nabartou de Sénat. Elle sera accompagnée de l'invité spécial de grande envergure, le puissant homme de Dieu venu du Ghana, l'évêque Mawoko Maouli, dont le ministère est marqué par des manifestations spirituelles spectaculaires, des enseignements percutants et des délivrances extraordinaires. The God of possibility will create things in your life. So what looks like impossible, in what man said it can never be, I am here to tell you, the possibility God, He will create it for you. I said He will establish it for you. La CDC Cité du Roi de Tomeki est située à la nouvelle route Etomeki, ancien immeuble Jetline, à côté de Nadia Cosmétique. Contact utile 628 02 42 13. Soyez bénis, venez nombreux et avec toutes vos familles. C'est décidé! Population de Simbok et ses environs, votre temps de visitation a sonné. La CBC, Cité du Roi des Rois de Simbok, vous ouvre ses portes à l'occasion de sa glorieuse et incontournable conférence de Pâques 2026 qui se tiendra du mercredi 1er au dimanche 5 avril sous le thème Christ m'a racheté. Ce rendez-vous divinement orchestré s'annonce comme un véritable carrefour de délivrance totale et d'élévation spirituelle avec la puissance rédemptrice du Christ. Les temps forts se déclineront ainsi mercredi 1er et jeudi 2 avril de 17h à 19h30, des soirées de feu en enseignement percutant, des moments prophétiques intenses et des instants de visitation divine. Vendredi saint, une matinée exceptionnelle à la piscine de Solutions de 9h à 12h, accompagnée d'une distribution gratuite d'eau ouin pour des témoignages éclatants de guérison, de restauration et de percées surnaturelles. Je mets à l'intérieur de cette eau ce dont tu as besoin. De la sécheresse qu'on a jetée sur ton corps. À partir de maintenant, reçois-le. Mettez-le dans son corps. Yes! Je ne sais pas à qui je m'adresse ici. Mais il y a 9 personnes dans cette salle. Après ce culte, Dimanche de clôture de 7h30 à 12h, un service grandiose couronné par la Sainte Seine, moment consacré à la communion et au renouvellement d'alliance avec le Seigneur. Cette conférence sera placée sous la conduite inspirée du prophète des nations, le révérend docteur Gons-Macon. À ses côtés, ses dignes fils dans le ministère, dont l'apôtre Raphaël Essama, l'apôtre Daniel Angoula, le prophète Yvette Mbongo, le pasteur Grace Mimbwe et le pasteur Natacha Eyele, tous portent
porteur d'une onction singulière pour l'édification du corps du Christ. La CBC Cité du Roi des Rois de Simbok est située en face du marché d'Orve. Ne manquez pas et venez en famille. L'International College of Bishop and Church Leaders, en association avec School of Christ et le Corps de Christ, organise du 24 au 28 mars 2026 à Yaoundé une école épiscopale et pastorale internationale. Cette session stratégique rassemblera des évêques, pasteurs et leaders ecclésiastiques venus de plusieurs pays pour une dynamique de communion, de structuration et d'expansion du ministère chrétien à l'échelle mondiale. Cette session internationale se tient dans l'optique de la mise en place d'une plateforme internationale des évêques et pasteurs favorisant une coopération structurée en Afrique centrale, l'Afrique australe, notamment l'Afrique du Sud et les nations telles que l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les îles Salomon, entre autres. La certification et l'accréditation internationale des ministères en vue de faciliter et de légitimer l'action épiscopale et pastorale à travers le monde. Le renforcement des capacités doctrinales, administratives et missionnaires des responsables ecclésiastiques afin d'élever les standards du leadership chrétien contemporain. L'harmonisation des pratiques ecclésiologiques et pastorales dans une perspective d'unité, d'excellence et de conformité aux principes bibliques universels. La création d'un réseau stratégique de collaboration missionnaire internationale destiné à encourager la mobilité ministérielle, les échanges académiques et les partenariats transcontinentaux. La promotion d'un cadre permanent de réflexion théologique et de recherche appliquée au service d'une église influente, crédible et structurée face aux défis du monde moderne. Une école internationale qui se veut un carrefour d'autorité spirituelle, d'excellence académique et de vision apostolique pour des générations présentes et futures. Avec des encadreurs comme le facilitateur Larsson de la Suède, le bishop Mawuli du Ghana, facilitateur Joe Mudo de l'Afrique du Sud, bishop Loulé Edouard de l'Ouganda, le bishop Antoine Okala du Gabon et bien d'autres encore. Toute personne désireuse de participer devra impérativement procéder à son enregistrement avant la date de la session en vue de la préparation des certificats au plus 27 78 08 94 301 ou le plus 237 693 13 26 94. L'école internationale épiscopale et pastorale Yaoundé 2026 est ouverte à tout le monde. La nuit de l'espoir, une nuit de totale restauration, une nuit de totale restitution en exclusivité à la CBC Cité du Roi des Rois de Colbison ce vendredi 27 mars 2026 de 21h à l'eau. Seigneur Jésus, je suis fatigué de l'exploitation mystique, de l'exploitation du village, mon village, arrête-toi là-bas, ce qui se passe dans ton village paternel, dans le nom de ton village paternel, ce qui se passe là-bas, je brise ça au nom de Jésus. La grande nuit de l'espoir, la grande nuit de l'espoir, une nuit où tous les espoirs sont permis. Le ciel s'ouvre dans ta vie en cette saison où Dieu décide de te rembourser tout ce que les ravageurs ont détruit dans ta vie depuis plusieurs années. C'est pourquoi la parole de Dieu nous est adressée dans le livre de Joël 2, verset 25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le hazil et le gazam. Beaucoup de personnes viennent dans la douleur et la frustration à cause de la perte de quelqu'un ou de quelque chose de précieux dans leur vie. On a détruit la santé de ton corps et tu ne vis que dans la maladie qui ne guérit jamais. On t'a enlevé la capacité d'accéder à un emploi ou à des opportunités. Tu as perdu la capacité de te stabiliser dans une relation ou dans un mariage. Dieu promet de te remplacer tout ce que l'ennemi a détruit dans ta vie pendant toutes ces années. Hôte de l'événement, le révérend docteur, le bishop Goss McCall, invités spéciaux, le bishop Kurt Larsson de la Suède, le bishop Joe Mudo et le bishop Angel Barga, tous de l'Afrique du Sud. Tu as besoin d'être restauré dans un domaine de ta vie. Le ciel te donne rendez-vous ce vendredi 27 mars 2026 en Colbison de 21h à l'eau. Programme à ne manquer sous aucun prétexte. Toi et tous les membres de ta famille. La CBC Cité du Roi des Rois de Colbison est située en Colbison après le carrefour Tini, juste avant la station Total, au lieu dit complexe Mekakoul. Contact utile 695 97 46 96 ou le 650 38 87 08. Que Dieu vous bénisse.
Retour à l'antenne, si vous nous prenez à l'instant, c'est le 10-12 magazine sur Béni FM. Nous sommes le vendredi 20 mars 2026. Nous allons donc prendre le deuxième sujet. Voici la liste des 27 rendus publics, mieux 26 lions, par David Pagou, pour ce qui est des FIFA Series. Les matchs amicaux à venir, notamment contre l'Australie et contre la Chine. 4 gardiens de Visé Passy, Dynamo Bucarest, Blondine Nouk US Boulogne, Sumet en 2e division française, Simon Ngapondetbou à Montpellier 2e division française, Hussein Ousmanou, Gazelle Football Academy de Garoua. Les défenseurs, ils sont 10, Samuel Koto, Stade de Reims en 2e division française, Nagida Mahamadou qui joue à Rennes, Tchemalon USM Alger en Algérie, Olivier Nanke, Ski Sofia et Lundun Jomo AS Fortuna Dunfou, Emmanuel Mungam Landstroma en 2e division du côté de la Suède, Kevin Keben Watford 2e division en Angleterre, Stéphane Keller Al Ittihad c'est en Arabie Saoudite, Alain Yongwa FC Lorient en France, Jackson Chachua Wolverhampton Première Ligue anglaise, milieu de terrain ils sont 5, Fotso Yimefak Sturmgrass, Arthur Avom FC Lorient en France, Camden Arnold Sport Sino 5e division au Brésil, Brice Ambina de la Norvège, Valerenga, Maël Mounier Begais Football Academy de Garoua. Les attaquants 7, Christian Kofane du Bayern Leverkusen, Angel Yonjo de Lille, la réserve, la 5e division en France, Seydou Alioum Côte-Bord en Suède, Franz Conrad Panthère Dundee, Dani Namasso la JOC, Brian Boum Manchester United en Angleterre et Taillon Leventi c'est en Espagne. Donc voilà. Premier constat, Serge Dora, Sa Majesté le Nafanja, c'est le ballon d'or camerounais. C'est-à-dire que le meilleur joueur du pays, le meilleur joueur sur le plan local, il est absent de la liste David Pagou. Est-ce que pour vous ça tient la route quand on sait que récemment 30 joueurs locaux avaient été conviés en stage? Comment on fait déjà pour exclure le ballon d'or camerounais d'un stage qui prend les meilleurs sur la scène nationale, et même lorsqu'on va aller représenter la nation, on ne pense pas au ballon d'or parce que finalement on a retenu 4 locaux. Oui, Georges, moi aussi je m'interroge parce que il n'a seulement pas été ballon d'or, il a aussi été meilleur buteur. Voilà, donc je comprends pas, moi j'arrive pas à comprendre pourquoi il fait pas partie de la liste. Ça ne garantissait pas non plus qu'il prenne part au match. Mais ne serait-ce que le retenir dans la liste devrait déjà être quelque chose. Et pour redonner encore aussi l'espoir à ces jeunes footballeurs locaux qui émergent, qui se battent du fond de leur cœur et qui, du fond de leur trip même, ils font des efforts, qu'ils puissent continuer à progresser, sachant que un de ces 4 matins, bien que jouant sur le plan local, qu'on peut les sélectionner à l'équipe nationale. David Pagou a dit avant le stage, parce qu'il n'était pas dans l'écran, que Serge Dora, le sociétaire de Gazelle, est allé faire des essais hors du pays. Donc ce qui a fait à ce que il ne soit pas aligné en entame de saison, ça veut dire qu'il a très peu de matchs dans les jambes. De votre point de vue, est-ce que cet argument tient? Il allait faire des essais qui ont été non concluants. Il est revenu, ça veut dire qu'il n'a pas assez de matchs dans les jambes. Ben, s'il est parti il est revenu. La liste est sortie quand il était parti. Non, il était revenu, mais il n'avait pas assez de matchs dans les jambes. Bon, on va donc croire un peu au coach qui les côtoie, et je voudrais relever aussi le retour de Chachua. Jackson Chachua. Et il n'est pas le seul, je crois. Il y a certains qui étaient écartés Parmi les écartés, c'est le seul. C'est le seul revenant. C'est le seul revenant. Alors là, en tout cas, continuons à travailler. Les choses changeront. Et puis, tout ce qu'on recherche, c'est le résultat. Un bon résultat pour les enfants et même pour les coachs. Alors, je me réjouis déjà parce que
la FECAFOOT a décidé de s'occuper lui-même des salaires des coachs. C'est une très bonne chose. Parmi les absents, Andro Nana, qui n'était pas à la CAN, Franz Ambouanguissa, qui revient de blessures, et Aboubakar Vincent, qui n'est pas là. Olivier Kemen était à la CAN, il n'est pas là. Junior Chamade, lui il est blessé. Franck Magré est également blessé. Bon, Junior Chamade revient de blessures. Georges Kevin Koudou était à la CAN, il n'est pas là. Christian Bassoro était même capitaine à la CAN, n'est pas là. Noutolo, le capitaine, n'est pas là. Michael Ngande, un autre banni qui ne revient pas. Fabrice Ondoa, il n'est pas là. Dina et Bimbe était à la CAN, il n'est pas là. Christopher Wour, également de la CAN, qui n'est pas là. Gerzinho Nyamsi n'est pas là, il était à la CAN. Carlos Baleba était à la CAN, il n'est pas là. Martin Ongla n'est pas là. Simon, un autre banni. Lui n'était pas à la CAN non plus. Martin Ongla n'était pas à la CAN, oui. Simon Omosola était à la CAN, il n'est pas là. Mouminga Malo était à la CAN, il n'est pas là. Patrick Soko était au Maroc, il n'est pas là. Martin Borel Atemeng n'est pas là. Jean Junior n'en a été à la CAN, il n'est pas là. Et enfin Olivier Mbaizo. Est-ce qu'on va conclure que les bannis, véritablement leur page est tournée? Parce que, exception faite d'un joueur comme Jackson Tchatchoua, mais tous les autres cadres pour l'instant, ceux qui n'ont pas fait le rendez-vous de décembre, du 21 décembre, du 8 janvier, ils demeurent de côté, ils sont à la touche. Est-ce qu'on a fermé leur page? On ne peut pas dire qu'on a fermé leur page. La preuve, Jackson Tchatchoua est là. Ça augure que après Jackson, d'autres suivront. Il est question de discipline, que les gens fassent amende honorable. C'est-à-dire que le climat qui règne dans le pays, et particulièrement entre la FECAFOOT et la comité de sport, est à l'origine de toutes ces dégâts collatéraux. C'est un problème de discipline ou bien un problème de clan? C'est un problème de clan, surtout. C'est beaucoup plus un problème de clan. Et le clan entraînant l'indiscipline. Quand il y a un problème de clan, ça veut dire qu'il y a deux clans qui se combattent. Alors, il va donc de soi que le type du clan qui a le pouvoir, le vrai pouvoir d'appeler, ne va pas appeler les gens qui appartiennent à l'autre clan. Ça, c'est classique. C'est évident. Alors, et maintenant, voilà qu'après ça, on dit... avec le temps, les tensions baissent et tout. Jackson Tchatchoua est déjà là. Cela augure que prochainement, les autres seront là. Et par contre, ceux qui étaient à la CAN et qui ne sont pas appelés... Justement, le capitaine, par exemple. Moi, je pense que David Pagou ne veut pas avoir confiance en eux et veut seulement donner l'opportunité aux autres qui n'étaient pas là ou qui ont leur première expérience en sélection. Eux veulent leur donner la chance de pouvoir s'exprimer. Voilà, c'est ça le problème. David Pagou voudrait donner l'occasion à ceux qu'on sélectionne pour la première fois ou à ceux qu'on n'a pas bien observés de s'exprimer parce que et d'avoir de l'expérience internationale dans les jambes. Je crois que c'est ça qui a motivé le coach. La présence de 4 locaux, Conrad Fans de la Panthère d'Undé, il était de la dernière exposition des juniors et même des cadets, le tournoi Unifa qui s'est tenu. Il a même marqué 16 Njomo Elundu de AS Fortuna, Maël Fernandez Mouniebe de Gazelle, Ousseini Ousmanou de Gazelle. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore rêver, dans le contexte qui est le nôtre, d'avoir des pépites, des valeurs sûres qui font de très bonnes choses en sélection venant du vivier local? Mais c'est un peu... Est-ce qu'un local peut s'imposer au détriment de quelqu'un qui évolue hors du pays dans la configuration? C'est un des objectifs du président de la FECAFOOT. Quand il dit redonner au football camerounais sa grandeur, ça veut dire qu'il voudrait que le championnat local camerounais puisse pourvoir l'équipe nationale du Cameroun en beaucoup de pépites. Et pour cela, on commence à prendre quelques-uns. Je suis convaincu que ça ira de grandissant et qu'on aura davantage de gars locaux. Et si cela va avec l'amélioration de leurs conditions de travail et de vie, il va sans dire que certains qui sont même à l'étranger pourront revenir au Cameroun plutôt que de subir certaines primaires qui suivent dans certains pays, avec l'espoir non seulement d'améliorer leurs revenus, mais aussi de participer dans l'équipe nationale du Cameroun. Très bien. Il y a quand même
des nouveaux visages. On va les énumérer. On va énumérer quelques nouveaux visages. Surtout parmi les gardiens, là. Voilà, parmi ces... Et je regarde toujours l'absence de Fabrice Audouard. Il semble qu'il n'a pas d'équipe toujours. Non, il est... Bon, il a un championnat. Il est du côté... on ne va pas entrer dans les polémiques. Il a trouvé un championnat, même comme les choses ne se passent pas très bien de son côté. Parmi ceux qui sont appelés pour la première fois, il y a le jeune Blondin Nouke, le fils de l'autre, Blondin Nouke. Il est à US Boulogne, sur-mer en deuxième division. C'est le fils de Danny Nouke? Blondin Nouke. Ah bon? Tout à fait. C'est le fils tu sais que Danny était régulier ici, juste ça devant la radio. Hein. Ah bon? Non, Danny, chaque fois qu'il vient là avec Carlos Kameni, c'est eux les plus réguliers ici, sur ce stade. Ok, on a aussi le très jeune... Alors j'en profite pour saluer sa tata, Kiki Nouke, qui est au Canada, Kiki Nouke, bon, si elle ne nous suit pas, peut-être pourra suivre après. Tout à fait. Voilà. Et parmi les nouveaux visages, il y a également le jeune avançant qu'on va retrouver, Angel. Je voulais dire Kiki Tchoumke. J'ai pris Kiki Nouke au lieu de Kiki Tchoumke. Je voulais parler de Kiki Tchoumke. Yeah. Il y a le jeune Angel Yonjo qui évolue avec la réserve de Lille. Voilà quelques visages. Il y en a d'autres. Attendez, si on peut les retrouver rapidement. Quelques visages de ceux qui font leur premier pas. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on procède? Est-ce que, bien évidemment, on s'en va explorer les pistes de ceux qui arrivent nouvellement, ou alors on se dit, on capitalise avec ceux qui ont donné, on va dire quoi, une performance pour le moins honorable au Maroc, parce que personne ne les attendait en quart de finale. Oui. Est-ce qu'on s'en va encore piocher de nouveau, ou alors on sécurise, on consolide? De votre point de vue, quelle approche? C'est normal. Il faut donner. L'équipe nationale n'est pas réservée. Et en plus, il faut déjà pouvoir anticiper en vue d'amener les enfants à opter pour la nationalité camerounaise. Ça, il faut voir ça en filigrane. C'est-à-dire qu'il y a une politique d'intéressement de ces pépites pour que du jour au lendemain, on ne soit pas surpris d'entendre qu'ils ont opté pour d'autres nationalités. Donc, je crois que c'est un des objectifs. Et ce n'est pas que pour ceux que... Même pour ceux qu'on a bannis qui n'étaient pas à la CAN, on ne peut pas dire que la peur leur est complètement fermée. La preuve, Jackson est revenu. Il n'est pas exclu que d'autres reviennent. Cela ne veut pas dire qu'on doit fermer la porte à ce niveau. Il y a des pépites qui se révèlent. On doit pouvoir leur tendre la berge pour l'opportunité de s'affirmer, convaincre, pourquoi pas, et assurer leur place. Oui, nous sortons car, comme on dit aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Nous sortons avec ceux qui répondent à leur première convocation. On a déjà cité Blondin Nouke de US Boulogne-sur-Mer en deuxième division. C'est le portier. On peut également citer comme avant-centre Conrad Fanse de la Panthère d'Undé. On a dit qu'il a disputé et remporté le dernier tournoi Unifac de la Panthère sportive d'Undé. Conrad Fanse. On a également Serge Elundu, si on peut retrouver Serge Njomo Elundu de AS Fortuna. Serge Njomo Elundu. Et bien évidemment, on va terminer avec Maël Hernandez. Qui bien évidemment fait son entrée dans cette formation. Mais est-ce qu'on ne regrette pas, bien qu'étant très proche en termes d'idées de la Fédération camerounaise de football, est-ce qu'on ne regrette pas la présence dans cette liste et même pendant le stage des joueurs quand même de la Colombe? Ça va être la dernière préoccupation. On sait par exemple que le gardien de la Colombe, Edouard Sombak, était quand même à la CAN. Les joueurs de la Colombe ont été convoqués. Et finalement, ils n'ont pas pris part au stage qui s'est tenu ici même à Yaoundé. S'ils n'ont pas pris part au stage, il va sans dire qu'ils ne vont pas être retenus à la place de ceux qui ont pris part au stage. C'est aussi simple que ça. Donc moi je pense que c'est une suite logique. Voilà. Ok, donc la quatrième figure de cette tanière qui découvre la sélection Fagnon, c'est bien évidemment Maël Mouniébé de Gazelle Football Academy de Gawa. Bien, nous sommes donc arrivés au terme de cette production.
On va se dire au revoir. Merci d'être passé, Sa Majesté Léonard Fandja. Merci Georges, c'est un plaisir comme toujours de répondre à ton invitation. Je suis toujours heureux d'être là et je souhaite qu'il en soit ainsi pour que nous parvenons à mettre un peu du baume au cœur de nos auditeurs, qu'ils nous fassent toujours confiance. Nous serons toujours à leur disposition et pour animer surtout par le souci de pouvoir combler leurs attentes. Tout à fait. On rappelle, vous n'êtes pas un invité, vous êtes le voisin le plus proche, vous êtes chez vous. On va également être reconnaissant, notamment à Ange Kofi, le confrère journaliste ivoirien qui intervenait dans cette émission. On reste en Afrique de l'Ouest. On a eu, certes avec beaucoup de difficultés, Papa Fata Faye, le président de la Fédération sénégalaise de cyclisme, pour ce sujet-là. Sans omettre Yao Bandera en Bretagne, du côté de la France, et toujours en Hexagone en France, le docteur Mireille Grosso, la consoeur journaliste. L'émission sera reconduite à 20h cette nuit sur ces antennes qui sont celles de Béni FM la 100.3. Pour vous la servir, nous étions Steve Dainga derrière les machines pour la partie technique, Georges Salah pour la modération vocale, supervision, les Laurent, Suzanne Ingos, Macon. Bonne fête une fois encore à tous les Mohamedans. À nous retrouver lundi 10h pour d'autres thématiques. Excellent début de week-end.